Et vous avez tous sans doute entendu parler des tzimmer. Vous savez, ce sont ces petits chalets en bois dont les Israéliens raffolent. Essentiellement localisés en Galilée ou bien dans le Negev, aux abords d'un kibboutz ou d'un petit village pittoresque, les maisons d'hôtes suscitent un véritable engouement en raison de leur confort, leur environnement naturel. Cette forme de tourisme plaît de plus en plus car elle est plus proche de la nature, plus authentique. Visite aujourd'hui d'un petit coin de paradis dans le nord d'Israël où le temps semble s'être arrêté. Vous allez le voir, le kibboutz Ein Harod, tout y est là-bas. Vous allez voir, vue paradisiaque, détente et culture. On en parle après. Véritable havre de paix, perché au sommet d'une colline, les maisons d'hôtes du kibboutz Ein Harod, situé dans le nord d'Israël, offrent une expérience unique, une vue imprenable sur la vallée de Jezreel. Meyer Doron, responsable de ce site, nous fait visiter les lieux. Nous nous trouvons à une altitude de 100 mètres, au-dessus du niveau de la mer, au sommet de la colline. Ein Harod a été fondé en 1921 entre les sources, au pied de Gilboa et celle de Ein Harod. La beauté saisissante des paysages à perte de vue assure dépaysement et détente pour bon nombre de visiteurs comme pour Talia et ses amis. Je suis venue visiter mes amis. C'est un très bel endroit, nous prenons le petit déjeuner comme vous pouvez le voir. Ce lieu est merveilleux et il y a une belle vue. C'est un endroit génial pour se relaxer. Se réveiller au sommet d'une colline verdoyante, se prélasser dans un jacuzzi ou un hamac, respirer un air pur et enivrant, tout en profitant d'un panorama incomparable, voilà ce que propose cette destination exclusive. Nous avons été parmi les premiers en Israël à construire des chalets en bois. Nous avons ici 42 chambres de 3 types différents. Les chambres de type standard avec lesquelles nous avons commencé au début. Il y a 10 maisons pour les familles ainsi que 6 suites pour les couples uniquement. Outre le confort et le charme de ces chalets, les seuls mots d'ordre là-bas, la sérénité et le bien-être. Tout ce que les clients souhaitent, c'est possible ici. Nous avons ici des herbes que le client peut mettre dans son thé de différentes espèces, autant qu'ils le veulent. Il y a aussi des arbres fruitiers, oranges, pamplemousse, mandarines. Tout est là pour pouvoir profiter un maximum dans le calme chez nous, à Ein Harod. Autre activité incontournable du kibboutz, le tout premier musée d'art d'Israël, le musée Mishkan. Construit dans les années 30, il dispose d'une grande collection d'art israélien, d'objets juifs datant du XVIIe siècle et d'expositions temporaires d'art contemporain. La curatrice de l'exposition revient sur la particularité de ce musée. La particularité de ce musée est qu'il a été designé uniquement à partir de lumière naturelle. Vous pouvez vous promener dans les couloirs et vous verrez que la lumière entre par le haut. C'est aussi la meilleure manière de pouvoir admirer l'art. Nous produisons et montrons plus qu'une exposition d'art. Elle change tout le temps au cours de l'année. Paisible jardin d'Éden à la réminiscence d'un poème de Baudelaire, le kibboutz Ein Harod. Une invitation au voyage, l'année tout ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Alors, on vient de le voir, le nord d'Israël est une source inépuisable de découvertes et de randonnées. Pour en parler avec moi, David Shapira, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Xavier Messalati, bonjour. Vous êtes guide touristique. Et vous, Eric, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors, pourquoi le nord est si peu connu? On vient de le voir dans le reportage, il y a des merveilles à découvrir. Pourquoi les gens vont plus vers le sud que vers le nord? C'est une bonne question, même si les Israéliens privilégient souvent le nord. On aura l'occasion de revenir là-dessus lors de ce grand dossier. Les vieux réflexes que la plupart des touristes ont, c'est tout simplement d'aller vers les sites les plus connus. Alors on peut distinguer différents types de tourisme. On a le tourisme classique, entendons par là les plages, le farniente, et là, bien en tête de position, Eilat au sud d'Israël, bien sûr, ou Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Mais aussi Netanya ou Ashdod, qui sont des villes très prisées par les Français notamment. On a aussi le tourisme archéologique, c'est-à-dire des sites là, ici en Israël sont nombreux comme Masada, Césarée ou encore Megiddo pour ne citer que, mais il y en a bien plus que cela. Et le tourisme dit de pèlerinage avec des sites incontournables tels que Jérusalem, Safed ou plus au nord les lacs de Tibériade ou encore Nazareth.
Alors les Israéliens, il faut savoir qu'ils visitent tout autant ces lieux, comme les 3 millions de touristes qui sont venus en 2016 en Israël, mais ils privilégient ce tourisme tendance dans le nord, avec les tzimmer, pour des vacances un peu plus au calme, un peu plus reposantes, qui allient la nature et le confort. Alors on est en train, nous, de découvrir ce tourisme, et il est vrai qu'on va en parler beaucoup lors de ce grand dossier. Alors justement, Xavier, vous confirmez, les Israéliens préfèrent le nord que le sud ? Dans un pays où les chaleurs sont assez intenses, il est clair que dans une région comme le Nord, où on a une concentration et des précipitations et des cours d'eau, c'est toujours un plaisir et corporel et physique que de se retrouver dans une ambiance où on sent physiquement cette fraîcheur. Mais alors comment vous expliquez justement que les touristes étrangers ne vont pas plus souvent dans le Nord? Parce qu'il n'y a pas que des touristes qui recherchent la plage et la farniente quand même. C'est vrai que ça dépend du public qu'on a en face de nous. Lorsqu'il s'agit de gens qui viennent rechercher la chaleur, ils vont principalement vers le sud parce qu'ils sont sûrs d'avoir du soleil de 365 jours sur 365. Si c'est pour des raisons spirituelles, et surtout en ce qui concerne les communautés chrétiennes qui viennent de l'étranger, la Galilée, c'est une région qui leur parle plus, puisque ça a été le berceau, le cadre géographique de la majorité des événements mentionnés dans les évangiles. David, racontez-nous. En fait, tout cela a commencé, le kibbutz, tout cela a commencé avec une rébellion des parents. Tout simplement, un fossé des générations. Ceux qui sont nés dans les années 1890, ou un petit peu avant, ces jeunes-là leurs parents ont quitté leur pays, c'est-à-dire la Russie, et sont venus ici en Israël avec un idéal, le travail, le travail. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, en fait. Ce sont des groupes de jeunes garçons, de jeunes femmes, complètement éloignés de leurs parents, qui se sont retrouvés en formation dans des centres d'agriculture, dans des petites fermes agricoles, et ensemble, ils ont appris le métier, et puis après, dans les années 1910-1920, ils se sont installés et ont fondé ce qu'on appelle, au départ, ce qu'on appelait ça un groupe, la Gvoutsa, et après c'est devenu le kibbutz, ça s'est élargi. Alors il y a plein de petites histoires très drôles, comme par exemple, vous savez, ces groupes quittent leurs parents, il n'y a plus d'autorité parentale, donc il y a 15 garçons et 3 ou 4 filles qui se retrouvent enceintes, hein, on appelle tout le monde, on dit bon maintenant c'est sérieux, qui est le père, et enfin qui a passé la nuit au moins une nuit avec ces filles-là, et là on a 7 ou 8 garçons qui avancent, donc c'est des situations un peu spéciales dont on n'avait pas l'habitude de connaître, enfin c'est vraiment eux qui ont mis quand même les bases de l'agriculture, il faut le rappeler, les bases de l'agriculture en Israël, les bases de ce pays, c'est le kibbutz qui représente une infime minorité d'ailleurs de la population israélienne. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce kibbutz-là, En Harod, c'est un endroit qui est riche en histoire. Alors tout d'abord, il est riche d'un point de vue agricole. C'est peut-être la région, ce qu'on appelle Emek Israël, la vallée d'Israël, vous voyez cette vallée plate avec le mont Gilboa, c'est une région extrêmement fertile et donc toutes les populations se sont... Qu'est-ce que vous voulez dire? Fertile d'un point de vue de l'agriculture. Des arbres fruitiers, quoi. Pas seulement, mais du blé et de toutes sortes de céréales, de toutes sortes de légumes. C'est extrêmement fertile d'un point de vue agricole. Et donc, toutes les populations, qu'elles soient juives, arabes ou même d'autres populations, ont convoité cette région de la vallée d'Israël, ce qu'on appelle la vallée d'Israël En Harod. Et En Harod, je l'ai rappelé aussi avant l'émission, en 1260, c'est aussi le lieu d'un combat, d'une guerre terrible entre les Mongols qui arrivent, le petit-fils de Gengis Khan qui arrive jusqu'à En Harod pour conquérir la Palestine. Et vous nous avez même dit qu'on a tous failli être mongols. Oui, on a failli être mongols, absolument. Et l'empereur ou le sultan des Mamelouks, Baïberas, qui va repousser les Mongols, mais on était vraiment à 2 minutes près d'être complètement dans une région mongole, caucasienne. Et ben non, maintenant on est plus mameloukais. Et ce berceau du catholicisme, pourquoi ? Le berceau, il est plus autour du lac de Tibériade. C'est là que Jésus a fait ses premiers pas. C'est là qu'il a prêché à Nazareth. Puis il a été rejeté par sa communauté. Il n'y a pas de prophète de roi dans son pays. Et donc il a été à Kfar Nahum, tout autour de Kfar Naum, qu'on appelle ça en français, tout autour du lac de Tibériade. Et les premiers apôtres, les premiers disciples étaient tous des pêcheurs autour du lac de Tibériade. Xavier, vous en avez beaucoup des touristes comme ça qui viennent en quête de spiritualité? Je pense que 80% de la clientèle qu'on reçoit ici en Israël sont des gens qui viennent pour des raisons spirituelles. Il est vrai que la région de la Galilée, elle est complètement appropriée à cette recherche. Genre de tourisme. Alors on va rester dans le nord d'Israël pour découvrir un endroit exotique où le dépaysement, vous allez le voir, est garanti. C'est un autre kibbutz, Nir David, considéré comme le plus beau kibbutz d'Israël. Là-bas, Tzimmer également, des sources d'eau chaude, mais surtout un zoo, pas comme les autres. Dans quelques instants, madame, monsieur, vous aurez l'impression d'être à Sydney, en Australie. Regardez. Dans la vallée de Beth Shean,
Au pied du mont Gilboa, il existe un petit coin de paradis. Paysages sublimes de montagnes, de vallées et de ruisseaux. Lavi Meiri, le responsable de ce lieu magique, nous en rappelle l'histoire. Bienvenue dans le kibbutz Nir David, Tel Amal, le premier kibbutz qui a été construit sur le principe d'une clôture et d'une tour de guet. Vraiment, aujourd'hui, il y a 80 ans, le 10 décembre 1936, le kibbutz fut créé exactement là où il y a nos chalets aujourd'hui. Ce kibbutz, propice à la promenade et à la détente, est doté d'un complexe de charmantes cabanes rustiques. Idéal pour une escapade en amoureux ou en famille. Nous avons en premier 41 chalets en bois qui se trouvent au bord du ruisseau que nous voyons derrière nous, la continuité du Gan Ashlosha de Sarné. L'un des points forts de cette excursion, la beauté de la rivière Asie. Elle longe le kibbutz, un bonheur visuel. C'est l'attraction préférée des enfants pendant le petit déjeuner. Ils ne restent pas assis, ils viennent donner du pain aux poissons. Ce berceau convivial et enivrant réserve bien d'autres surprises. De nombreuses activités sont proposées, hiver comme été. Mais l'attraction principale de Nir David, le Gan Guru, un zoo prodigieux où la faune et la flore viennent tout droit d'Australie. Yehuda Gat, fondateur de cet endroit insolite et captivant, nous ouvre les portes. Nous avons un permis du gouvernement australien qui certifie l'appellation zoo australien. Et nous avons même le tampon des réserves naturelles australiennes. L'émerveillement démarre devant cette parade d'animaux rares. Hérons, cygnes noirs, chauves-souris, loris, koalas, mais aussi et surtout des kangourous. Gan Guru est un zoo australien unique dans le monde. C'est le seul où on peut s'approcher et caresser le kangourou, même les enfants. Dès leur naissance, ils voient des êtres humains. C'est pourquoi ils sont habitués à notre présence. Depuis l'ouverture, il y a 20 ans, du Gan Guru, il n'y a pas eu une seule attaque d'un kangourou sur un humain. Après cette visite incroyable et saisissante, autre endroit incontournable de Nir David, les sources naturelles d'eau chaude. Nous nous trouvons dans le parc des sources d'eau chaude. Terrain extrêmement grand, des milliers d'hectares. La plupart d'entre eux sont pour l'agriculture. Ici, nous pouvons voir le blé qui sort de terre après les dernières pluies. Eau limpide et chaude à la température idéale en toute saison. L'eau se trouve dans des poches sous terre, à environ 700 mètres sous le Gilboa. Là-bas, elle se réchauffe. C'est pourquoi elles sont à 24 degrés. L'eau est extrêmement agréable. On peut y entrer toute l'année. Nir David, un kibbutz surprenant et exotique où les plaisirs se mêlent à la découverte. Une balade enivrante et unique pour chacun de nous. Xavier, des kangourous en Israël, un partenariat avec l'Australie, c'est complètement insolite comme lieu. Ce n'est pas le seul exemple qu'on puisse avoir. Hein. Quand on pense au kibbutz Ein-Gev, on a la même histoire avec les autruches qui ont été réimplantées. Ça a été tout un travail qui a été fait pour essayer d'implanter des animaux issus de l'étranger dans le cadre géographique et climatique qu'on peut avoir en Israël. Alors justement, ça marche avec le climat de Sydney, ça marche bien ? Parfois oui, parfois non. On peut avoir différents exemples, ceux qui sont réintroduits dans la nature d'Israël et ceux qui, pour des raisons pratiques, restent encore dans ce qu'on appelle les chaïbar en Israël. Ce sont ces réserves naturelles où on vit en parfaite liberté. Voilà. Alors justement, David, on va revenir sur l'histoire des kibbutz. On a vu des kibbutz top luxe. Ça a changé quand même les kibbutz depuis la création de l'État d'Israël. Et ces jeunes-là qui venaient d'arriver. Vous vous rendez compte, ces jeunes qui n'avaient aucune notion de l'agriculture plantaient des pommes de terre. Ils racontent qu'ils étaient très déçus parce qu'ils arrosaient. Ils n'ont pas vu les pommes de terre. Mais ça sortait pas. Et quand ils ont enlevé les racines pour déplacer ils ont découvert qu'il y avait des pommes de terre en dessous de la terre. Donc évidemment, ça a énormément changé. Tout d'abord, il y a eu évidemment l'agriculture, mais il y a eu aussi évidemment l'individualisme qui a pris aussi le pas. Donc on est passé de l'agriculture petit à petit aussi aux technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas un système de goutte à goutte qui n'existe pas dans le monde, qui ne vient pas d'une invention du kibbutz. Et aujourd'hui, les kibbutzim, comme on les appelle, sont à la pointe de la technologie. Alors le tourisme, c'est une petite annexe aussi des recettes du kibbutz qui maintenant se tourne vers le monde capitaliste parce qu'il faut bien évoluer, il faut bien changer. Tout cela a commencé dans les années 80 avec ce qu'on appelle la privatisation du kibbutz
kibbutz, un directeur d'usine du kibbutz qui gagnait autant qu'une celle qui nettoyait les toilettes au kibbutz. C'était plus possible. Et je me rappelle des exemples dans mes périodes de réserve militaire. C'était le fameux pot commun, là où tout le monde mettait le salaire au même endroit. C'est le revenu universel dont on parle absolument. tant d'ailleurs. Et donc un directeur d'usine m'avait une fois confié qu'il était obligé de demander à son père de l'argent pour acheter des paquets de cigarettes parce que à l'intérieur du kibbutz, dans ces années-là, vous aviez tout, mais je dis bien tous les habits, les films, le cinéma. Mais lorsque vous sortiez du kibbutz, vous n'aviez plus rien, vous n'étiez plus rien. Et donc ce n'était plus possible de vivre en vase clos dans les années 80-90, quand on sait ce que connaît l'individualisme capitaliste dans les sociétés modernes. En tous les cas, maintenant, d'habiter dans un kibbutz, c'est à la mode, puisque toute l'intelligentsia, toute l'élite veut habiter dans un kibbutz. Alors il y a des listes d'attente, les maisons coûtent cher. Comment on est arrivé à cette évolution? Pas d'abord par le fait que les terrains, certains kibbutz se sont implantés, entre guillemets, ou se sont installés sur des terrains qui valent très très cher, qui sont dans le centre de l'État d'Israël. Donc vous avez des kibbutz qui ont compris l'effet miraculeux et la valeur du terrain et qui, bien sûr, ont reçu leur terre de l'État à condition de pratiquer uniquement l'agriculture, comme on le sait, mais par différentes négociations aussi, on arrive à proposer aussi ces terrains à l'exploitation individuelle particulière. Ça fait partie de l'évolution de l'État d'Israël. Mais c'est l'état d'esprit qu'il y a dans le kibbutz aussi. On dit par exemple qu'il n'y a pas de crise d'adolescence, que là-bas on vit sereinement, qu'on est loin du bruit. Alors je voudrais vous conseiller un livre qui a été écrit, qui a été traduit en français, qui a été écrit d'ailleurs évidemment en hébreu par une femme qui s'appelle Yael Neyman. C'est sorti aux Actes Sud en 2015, s'appelle « Nous étions l'avenir » et qui raconte la crise justement de l'adolescence, de cette jeunesse. Tout n'est pas rose, tout n'est pas beau et à l'eau de rose comme on peut le voir dans ces émissions que vous venez de voir, qu'on vient de voir. La jeunesse a beaucoup souffert parce qu'elle a été élevée ensemble. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, ça s'est calmé. Et loin des parents. Alors, cette évolution, est-ce qu'on peut dire, David Shapira, que c'est l'échec du socialisme face au capitalisme galopant qu'il y a ici en Israël? D'une certaine façon, oui. Alors, on ne va pas parler d'échec parce que c'est péjoratif. On va parler d'une évolution, si vous voulez, de la société. Et le kibbutz ne vit pas... Enfin, vous savez, le kibbutz, c'est la réussite du socialisme, la réussite du kolkhoz. Mais tout cela, c'était il y a environ une centaine d'années. Et le monde évolue, la société évolue. On ne peut plus maintenant pratiquer les mêmes idéologies qu'on pratiquait il y a une centaine d'années, quand on n'avait rien de toute façon. Xavier, cette Zimmer, là, finalement, c'est vraiment un produit 100% israélien. On a l'impression que les hôtels 5 étoiles ont laissé leur place à un tourisme plus proche de la nature. C'est vrai que ça peut se comprendre. Déjà au niveau relationnel, il est vrai que quand on est dans une Zimmer, c'est beaucoup plus intime la relation. Alors que quand on est dans une grosse infrastructure hôtelière, on se retrouve à faire la queue devant le guichet, à faire la queue pour aller prendre son repas. Et c'est plus anonyme. Oui. Je pense que c'est ce qui attire. Et c'est pas forcément moins cher quand même. Hein. Ça dépend. C'est comme les hôtels. Il y a différents niveaux. Et suivant le standing, eh bien les prix sont adaptés. Et le nord d'Israël est aussi visité par des Arabes israéliens, une cinquantaine de jeunes. Vous allez voir en excursion, écoute attentivement leur guide, Eman Mada, en haut d'un immeuble abandonné. Il explique notamment les combats dans les plaines syriennes. Regardez. Dans les hauteurs du Golan, parmi les panneaux d'avertissement et les barbelés, un groupe de jeunes Arabes israéliens déambule à quelques kilomètres à peine de la ligne de démarcation avec la Syrie. Ce territoire intéresse beaucoup de monde, de par sa situation géopolitique chargée et son histoire emblématique de la région. C'est Emad qui organise ces excursions insolites. Il s'est lancé dans cette forme de tourisme alternatif il y a 7 ans. L'objectif est de faire parvenir la vérité aux gens. Plus les générations passent et plus la mémoire s'estompe. Donc l'un de nos objectifs était de rafraîchir la mémoire des gens et les étrangers qui n'ont aucune information ou connaissance sur le Golan avant et après l'occupation israélienne. Prochain arrêt de la visite, toujours du côté israélien, les anciens quartiers généraux de l'armée syrienne. Avant 1967, chrétiens, musulmans, druzes et circassiens vivaient ici. Mais la plupart d'entre eux sont partis pendant la guerre pour aller du côté du territoire contrôlé par la Syrie. Aujourd'hui, environ 22 000 druzes et 25 000 Israéliens vivent dans le Golan. Les gens qui entrent ici respirent beaucoup d'odeurs et laissent courir leur imagination. Ce sont des informations à la fois agréables et difficiles. Jamais je n'imaginais pouvoir venir dans un tel endroit. Je connais le Golan, mais jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose existait ici. Et nous ne savons encore que quelque chose seulement. Nous en apprenons plus au fur et à mesure.
Emad emmène aussi le groupe auprès de la rivière Hasbani. Le cours d'eau, dont 40 km coule au Liban, est souvent une source de tension entre Israël et son voisin du Nord. J'aime beaucoup la nature et voir ce genre de paysage est réjouissant. On en profite beaucoup. Si j'étais venue avec mes amis ou ma famille, personne n'aurait pu m'expliquer. Alors que là, on a un guide qui nous explique tout et qui nous aide à comprendre. Avec le temps et l'exode des populations locales, ne subsistent plus que 5 villages, dont celui de Majd al-Shams, où le groupe fait escale. Les excursions d'Emad se veulent éducatives et ludiques, mais elles permettent aussi de soutenir l'économie locale. Entre deux cours d'histoire, les touristes en profitent pour acheter quelques produits locaux. David, cette visite-là, c'est un mélange de découverte et de politique quand même. Oui, on est en plein village druze qui était syrien et comme vous savez, les Druzes sont extrêmement loyaux envers les pays qui les ont acceptés. Or, depuis 1967, ils sont passés de la Syrie à Israël, ils sont toujours de cœur syrien, mais ils comprennent en fin de compte ce qui se passe en Syrie, ils comprennent leur situation. Ils ont des frères, des proches parents en Syrie, la situation qui est très délicate parce qu'ils ne peuvent affirmer qu'ils sont maintenant israéliens. Ils ont toujours cette fidélité et surtout une certaine appréhension envers le sort de leur famille qui soutient le régime de Bachar el-Assad. D'ailleurs, ce village, Majd al-Shams, il est particulier, Eric, pourquoi? Tout à fait, bien, comme vient de nous l'expliquer à l'instant David Shapira, effectivement, il y a un rapport aux habitants. On va juste resituer rapidement, c'est-à-dire que en fait, ce village est particulier par rapport à sa position géographique, il est à quelques dizaines de kilomètres de la Syrie, et effectivement, aujourd'hui, les 10 000 âmes qui peuplent ce village sont des Druzes. Alors, en 67, comme il expliquait, effectivement, après donc la guerre des 6 jours, la ville passe sous loi martiale israélienne. Et suite à ces événements, une grande partie s'en va, tout simplement, de l'autre côté de la frontière. Et quand en 1981, le village ou la ville, selon les appellations, devient israélienne, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grève de 19 semaines, car les villageois ont refusé d'obtenir de facto la nationalité israélienne. Ils voulaient pouvoir la demander de façon individuelle. C'est ce qui s'est passé. Mais on comprend que ça ne change pas la situation. C'est-à-dire que, comme vient de l'expliquer David Shapira, d'un côté et de l'autre, les familles sont séparées. On se retrouve dans des situations rocambolesques où on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se retrouver parce que je suis en Israël et de l'autre côté, je suis en Syrie. Xavier, ce village, vous le faites visiter ? Parfois, lorsqu'il y a des demandes particulières, mais c'est vrai que ce n'est pas un village qu'on entre obligatoirement dans les circuits préorganisés. C'est pas en train de changer, justement, le fait de vouloir, justement, redevenir un peu plus israélien pour ces Druzes ? Écoutez, il y a aussi un aspect pragmatique. Vous allez à Majd al-Shams, vous voyez tous les écriteaux en hébreu et aussi en arabe. Donc évidemment qu'il y a une évolution. Vous pouvez vous balader tranquillement à Majd al-Shams, vous serez généreusement accueillis, les restaurants vous seront favorablement ouverts. Évidemment qu'il y a une évolution, surtout par rapport à ce qui se passe à la Syrie. Donc ça change, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des proches parents qui sont pas très loin, de l'autre côté dans un pays qui s'est effondré, qui s'effondre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi alors que l'on apprend la victoire de Federer au tournoi de Melbourne face au King Nadal. Ils se sont bien battus tous les deux. Beaucoup de suspense pendant ce match en 5-7, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand temps, nous parlerons de ces femmes courageuses. Vous allez voir, celles qui vivent dans des pays en conflit et qui veulent coûte que coûte continuer à pratiquer le sport qu'elles aiment. Ne bougez pas, je reviens tout de suite.